Vous écoutez Sans détour, le podcast de Génilem, avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Deléaval, coach au sein de l'association Génilem, et avec mon camarade Laurent Bernet, nous vous proposons d'entrer avec nous, sans a priori, dans le monde fascinant des entrepreneurs. Ça fait quoi de passer à l'émission Qui veut être mon associé sur M6 devant 2 millions de téléspectateurs? Nous recevons aujourd'hui Aude et Tim, deux des cofondateurs de Claude. Claude, c'est quoi? C'est la poubelle de cuisine spécialement développée pour trier ses déchets organiques sans nuisance à la maison. Aude et Tim vont nous raconter comment ce qui était à la base un projet de master va les amener jusqu'à créer une start-up innovante dédiée à la gestion durable des déchets, transformant une simple idée en une entreprise florissante avec des impacts significatifs, d'abord en Suisse romande et maintenant en Europe. On parle apéro, défi d'équipe, entreprendre en étant salarié et innovation. Bonjour Aude, bonjour Tim. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Bienvenue dans ce podcast, on est ravis de vous avoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en commençant par toi? Oui, moi c'est Aude Ambroisini, cofondatrice de Claude. Tim Coutret, du coup cofondateur également de Claude et puis CEO à l'origine on va dire de l'idée de Claude. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette idée? Elle est née en 2018, faite à la suite de nos études. On était avec Lucas, notre troisième cofondateur, et puis on triait les déchets organiques. Et puis là, finalement, on s'est aperçu au fait de toute la contrainte que ça engendrait, c'est-à-dire les odeurs nauséabondes, les moucherons, le jus qui coule. Et puis à ce moment-là, on s'est dit, mais soit on arrête de trier, ce qui ne nous paraissait pas être la bonne solution, ou soit on trouve une solution, justement. On a commencé un petit peu à chercher, puis finalement, c'est là où on s'est dit, mais il n'y a pas réellement de choses qui sont mises en place pour trier correctement ces déchets. Et c'est là où on s'est dit, on va partir sur une idée qui nous serait propre, justement, pour résoudre ces problématiques. Mais est-ce que vous aviez la fibre un petit peu déjà sur ce genre d'idée? Parce que j'étais colocataire avec Cyril, donc la première idée qu'on a eue, c'était pas de se dire on va trier les déchets ou on va enlever les odeurs des déchets. Donc comment c'est venu tout d'un coup cette histoire? Effectivement, c'était clairement pas notre priorité, mais en fait c'était les nuisances que ça engendrait. Finalement, il y avait tout le temps cette odeur et tout ça, puis ça nous gênait pour une de nos priorités qui était l'apéritif. Et à ce moment-là, on s'est dit, en fait, c'était vraiment une contrainte, un pain. Et puis, on avait malgré tout cette petite fibre écologique. Et puis, on voyait un petit peu l'importance de trier ces déchets-là. Et à ce moment-là, il fallait qu'on ne pouvait pas se dire, on a fait déjà cet effort d'avoir mis en place une solution et tout ça pour trier, et puis l'arrêter à cause de cette problématique. Si on doit s'arrêter à chaque problématique, on ne fait plus rien. Donc du coup, on a essayé de la surmonter avec des solutions qu'on ne trouvait pas, et donc c'est pour ça qu'on a instauré ça. Et puis comment on débarque dans cette histoire, Aude? Comment tu débarques là-dedans, toi? À l'apéro aussi. Non, en fait, en plus c'est vrai, on a commencé le même master en fait. Donc eux, ils étaient une année avant moi j'ai commencé une année après eux, et ils avaient organisé une soirée pour accueillir les nouveaux. Et là, on a tout de suite eu un peu des affinités à parler de projets d'innovation, d'idées, tout ça. Puis de fil en aiguille. De temps en temps, ils me demandaient un petit peu d'aide pour les accompagner sur les projets de concours, sur l'étude de marché, sur plein de choses comme ça. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenue membre de ce duo. C'était quoi comme master? Le master Innokick, donc un master en innovation pour le développement de produits et services innovants à Renan. Et du coup, c'était un projet de master pour vous ou c'était un projet à côté du master? C'était clairement le projet de master. Donc la thèse, en fait, on avait la possibilité à l'époque de pouvoir proposer des projets et puis de pouvoir les développer. D'ailleurs, Génilem était dans la loupe pour nous développer. À l'époque, c'était encore David Nard qui nous accompagnait à ce moment-là. Et puis effectivement, au fait, de cette problématique qu'on avait identifiée, collait bien avec finalement les attentes du master. Donc on a pu finalement développer un petit peu, en tout cas déjà réfléchir aux premiers prémices du projet lors de la thèse de master. Puis entre l'idée qui est née dans la cuisine avec Lucas et le moment où le prototype sort, il se passe combien de temps? Alors on a fait, en fait, je nuancerai un petit peu dans la chronologie, parce que le premier prototype, il a été fait 6 mois après, on va dire, l'idée qui était justement induite par la thèse de master. Et puis en fait, là, ce qui était très intéressant pour nous, c'est qu'on avait pu valider un marché, le besoin et tout ça du marché, on avait pu le cibler. Et puis on avait pu valider une technologie qui était celle de la mise sous vide, pour lequel personne n'avait pu encore faire quelque chose de similaire, mais le produit à ce moment-là, le premier prototype, n'arrivait pas à atteindre le marché qu'on avait ciblé.
Donc on a fait une deuxième itération, une deuxième loupe, qui cette fois-ci était plutôt induite par le prix Genilem HESSO. Et puis là, on parle de nouveau de 6 mois à peu près. Donc il se passe en tout une année pour faire un deuxième prototype. Et puis là, de nouveau, c'était mieux, on allait dans la bonne direction, mais c'était toujours pas quelque chose qui était satisfaisant. Et puis après, on va dire pour le troisième prototype qui finalement donnera le produit final, il a fallu encore 1 an. Donc on va dire 2 ans, en passant par ces 3 grosses étapes. Et puis alors après, comment se déroule le processus de la première vente? À qui vous avez vendu la première poubelle? Et par quel canal vous l'avez fait? Du coup, alors la première vente, c'était des préventes en fait que l'on a fait à travers notre campagne de financement participatif avec SIG, donc sur la plateforme SIG Impact. Et puis là, en fait, dès l'instant qu'on avait pu valider notre prototype, une conception qui on savait par différents retours, différentes études plaisait, et il y avait cette étape ultime qui était là. Maintenant, est-ce qu'on arrive à prévendre? Si on sait qu'on arrive à faire des préventes en quantité suffisante, ça va nous apporter un apport financier non seulement pour la création des moules, mais en plus, ça sera l'étape ultime pour la validation du projet. Et puis donc, c'était en fin 2019. On avait un petit peu orienté ça avant la période de Noël parce qu'on pensait que ça pouvait être quelque chose d'intéressant. À ce moment-là aussi, il y avait des concours d'innovation qui nous donnaient pas mal de visibilité, notamment le concours IDEA. Et puis donc, le tout a été orchestré pour essayer de faire un maximum de préventes. Et puis, à l'issue de ce mois de crowdfunding, on a fait 1200 ventes. Prévente. C'était l'objectif que vous vous étiez fixé? Exactement, c'était le but, on va dire, de pouvoir faire cette validation de marché au travers de ce financement participatif. Et puis le but qu'on s'était fixé, par contre, au niveau de financier du montant qu'on voulait obtenir, c'était 25 000 francs, sauf erreur. Et puis au final, on a fait à peu près un peu plus que x2, presque x3, cet objectif en collectant un peu plus de 60 000 francs au travers des préventes. Et aujourd'hui, avec le recul, tu dirais que c'était une bonne idée de passer par cette étape-là ou tu ferais différemment les choses? Je pense que c'était une excellente idée parce que déjà, juste après, il y a eu le Covid. Donc, on aurait probablement repoussé le lancement si on n'avait pas fait ça. Ça nous a obligés à sortir notre produit. On dit souvent qu'on n'ose pas sortir notre produit tant qu'il n'est pas parfait. Et pour le coup, là, c'était un peu une obligation. On avait des délais à tenir et des gens qui attendaient leur produit. On avait aussi le soutien de ces gens qui nous ont soutenus vraiment. Ils étaient hyper emballés par le projet et ils n'avaient qu'une seule hâte, c'était de recevoir leurs produits. Donc, je referai tout pareil. En plus, je pense que ce qu'on a bien fait, c'est qu'on a choisi une plateforme qui était locale. Donc, on a pu bénéficier de la crédibilité de cette plateforme. L'ISIG, c'est un acteur très crédible dans la région genevoise. Genève était aussi très sensible au niveau de la thématique des déchets organiques. Donc, parfois, on veut voir grand quand on veut faire un financement participatif. On veut avoir des centaines de milliers de francs ou des millions. Nous, on était plutôt à se dire, on va demander la somme dont on a besoin, on va avoir petit, mais au moins, on va valider notre marché et puis on va avoir des gens qui vont nous suivre. Et aujourd'hui, ces gens-là nous suivent encore. Et justement, alors aujourd'hui, Claude, c'est devenu quoi? Claude, on va dire que depuis le projet initial, c'est devenu une entreprise qui a été une SARL du coup, à la suite du financement participatif et qui maintenant devient une SA. Et puis voilà, alors c'est une entreprise maintenant qui emploie différents acteurs. Nous, on est basé sur un modèle un petit peu plus d'outsourcing. Donc en fait, on a des compétences en interne, mais on les a pas toutes. Donc on va piocher, on va dire, un petit peu les experts des domaines qu'on cherche. Et puis maintenant, qui font vivre pratiquement une vingtaine de personnes. Et puis, donc on a cette étape du crowdfunding, on sort la première poubelle, on la livre. Et quels étaient les premiers retours des clients, des vrais utilisateurs, pas des utilisateurs tests, qui ont utilisé le prototype ou avec qui vous avez pu valider le marché, mais quel était le premier retour? Quelle était la première expérience? La première expérience, on va dire, directement sortie du financement participatif, elle était géniale parce que les personnes en fait qui croient en projet, c'est quand même une étape qui est assez importante pour une personne de se dire ok, je vais acheter quelque chose qui n'existe pas. Donc ils étaient impatients, très curieux, et puis quand on a livré les premières poubelles, ils étaient très enthousiastes. C'était vraiment génial d'avoir un petit peu le retour de ces personnes et tout ça à ce moment-là. Et puis très vite, comme on a sorti le projet peut-être un petit peu tôt, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, ce qu'on a fait là, mais effectivement, on l'a sorti peut-être un petit peu tôt et il manquait un peu de maturité.
Et très vite, en fait, on a eu les premiers retours un petit peu négatifs des clients qui nous disaient, voilà, on a ces problèmes avec la poubelle et tout ça. Et puis là, c'était un petit peu un coup dur parce qu'on était dans l'euphorie et puis un petit peu dans le succès, dans la réussite. Et puis là, d'un coup, en fait, il y a le premier appel à l'ordre où on se dit, voilà, en fait, le produit, il n'est pas parfait. Et qu'est-ce qu'on fait? Il fallait qu'on trouve des solutions. Et puis, au fait, c'est ces retours en fait, qui ont été super importants. Et c'est pour ça, comme je disais, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise situation de l'avoir lancé tôt, c'est que en fait, on aurait pu attendre et puis passer à côté des choses qu'on n'aurait jamais vues sans les avoir lancées parce que les usages sont différents en fonction de chaque personne. Et puis, c'est ce qui a été très précieux. C'est ce qui fait qu'on a pu développer le produit, l'améliorer, puis que maintenant, on a une 3e version, depuis la version finale, on va dire, qui nous a mis pratiquement 3 ans. Et puis là, maintenant, on a un produit qui est purement industrialisable, qui est répétable, quels que soient les volumes. Et ça, c'est quelque chose qui a dû passer en fait, par ces tests un petit peu de produits qui n'étaient pas pleinement finis. Mais du coup, ça veut dire que les gens râlent, ils vous écrivent, ça surcharge le SAV, vous devez peut-être remplacer des poubelles, ça a un coût. Tout ça, vous l'avez géré comment? Alors, ils nous écrivaient, on avait effectivement le SAV, c'était principalement moi qui leur répondais. Ce qui était cool, c'est qu'ils connaissaient la jeunesse du projet, ils savaient que c'était un tout nouveau produit, on avait communiqué avec eux toutes les étapes de production pendant l'année de production. Donc ils étaient vraiment au courant de tout et on essayait d'obtenir un maximum de feedback. Et ce qui était génial, c'est qu'ils étaient super disponibles. Alors certains un peu moins que d'autres, on a toujours les clients pas contents. Dans ce cas-là, on rembourse directement parce que c'est plus simple pour tout le monde. On n'oublie jamais que le client est roi finalement. Et puis avec ceux qui étaient les plus motivés, ils nous donnaient des feedbacks très réguliers, on leur posait des questions, comment est-ce qu'ils l'ont utilisé, s'il y avait eu un accident et qu'une pièce était cassée, comment est-ce que ça s'était passé, toujours en leur disant que le produit, quoi qu'il arrive, est sous garantie. Parce qu'en fait, souvent ils essayent de faire passer sous la garantie et typiquement il y en a un, sa poubelle était tombée du 2e étage, elle s'était cassée, il voulait que ça passe sous garantie, il nous a dit qu'elle était tombée du plan de travail de sa cuisine et en discutant avec lui et en lui disant que dans tous les cas, il y avait la garantie quoi qu'il arrive, que moi j'avais juste besoin de savoir ce qui s'était vraiment passé, à la fin il nous a dit oui effectivement je l'ai fait tomber par le balcon et puis en fait c'est juste cette relation de confiance qu'on a pu avoir avec les clients qui nous ont permis d'avoir des feedbacks honnêtes et de qualité qu'ensuite je transmettais à Tim et Luca qui eux s'occupaient des développements d'un point de vue ingénierie, technique et industriel. Vous avez un suivi de vos clients sur la durée, c'est-à-dire que vos premiers clients, est-ce qu'ils sont toujours clients? Est-ce que vous savez si le produit, ils l'ont accepté et ils l'utilisent vraiment tous les jours? Ou si il y a je sais pas, peut-être la moitié, ou c'était un achat un peu impulsif et puis ils ne l'utilisent pas? Alors on n'a pas un retour sur la totalité des 1200 personnes qui l'ont acheté la première fois, mais on peut les contacter pour leur demander un feedback. Mais par contre, ce qui a été très intéressant, c'est que dernièrement, on est passé sur M6 dans l'émission Qui veut être mon associé. Et il y a énormément de ces premiers clients qui ont commenté sur les réseaux sociaux ou qui nous ont même écrit pour nous dire « Mais trop cool, je vous ai vu à la télé, je faisais partie des premières personnes à vous avoir soutenu quand on avait acheté la poubelle alors qu'elle n'était pas encore produite, puis on l'avait reçue 1 an plus tard, je l'utilise toujours, et puis c'est top. » Et on a eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de feedback comme ça. Donc on sait que ces gens-là sont toujours clients. Et puis en parallèle, là, on va conduire aussi une étude de marché pour savoir les gens depuis quand est-ce qu'ils ont cette poubelle, est-ce qu'ils ont eu des problèmes avec cette poubelle ou pas, et puis est-ce qu'ils l'ont recommandée, parce qu'on a aussi beaucoup de monde qui nous l'achète parce qu'ils l'ont vue chez quelqu'un et qu'elle leur a été recommandée par quelqu'un. Donc tout ça, c'est dans une étude de marché qu'on est en train de préparer, mais qu'on n'a pas voulu faire plus tôt aussi, parce qu'on voulait avoir quand même pas mal de recul sur des gens qui l'utilisent depuis suffisamment longtemps et surtout avoir un panel suffisamment large d'utilisateurs à interroger. Alors j'imagine qu'on vous a posé 1000 fois la question, mais du coup, puisque tu en as parlé, Qui veut être mon associé, ça a changé quoi pour Claude? Ou pour les fondateurs de Claude, d'ailleurs? C'était un coup de boost phénoménal. Il y a une audience de pratiquement 2 millions pour l'émission. Donc, en fait, ça nous a permis d'accéder à un marché qu'on pouvait difficilement accéder autrement. C'est-à-dire le marché français, il est tellement grand, tellement épars, avec des villes qui ont des quantités d'habitants qui sont celles de la Suisse entière. Et puis donc, du coup, on se dit, mais comment on entre dans un marché aussi grand? Et voilà, le fait d'être passé sur cette émission avec la crédibilité de la chaîne M6, ça nous a permis directement de nous mettre en lumière, et puis ça, on aurait difficilement pu faire autrement. Donc la visibilité et la crédibilité, ça a été un gros facteur de cette émission. Puis après, ça a fait naître des ventes, comme on peut l'imaginer, mais aussi des opportunités qu'on aurait difficilement pu avoir autrement. C'est très appréciable d'un coup d'être dans la démarche inverse, c'est-à-dire plutôt que d'aller voir une personne et puis de lui dire voilà, on explique la poubelle et puis de le faire s'intéresser, que lui nous dise voilà, nous il nous faut absolument votre poubelle dans notre boutique, comment on peut faire? Et ça, ce contre-pied
et très agréable, intéressant. Aujourd'hui, vous vendez les poubelles comment? On les trouve en magasin? C'est sur votre site internet? C'est comment? Aujourd'hui, on a un seul canal de vente, c'est notre site web. Notre objectif pour le moment, c'est de maintenir ces canaux digitaux, donc de maintenir des ventes uniquement sur les canaux digitaux, mais de les développer, donc d'avoir plus de canaux que notre site web. Pourquoi on souhaite rester dans le digital? Parce que notre chaîne logistique est prête pour le digital en ce moment, donc d'ajouter un canal digital finalement ne va pas changer grand-chose à la logistique, alors que d'aller dans le magasin physique, ça va changer énormément de choses, donc on est en train de se préparer à pouvoir faire ça, mais pour le moment, on souhaite rester dans du purement digital. Peut-être juste pour faire un petit parallèle avec ce qui a été dit avant, en fait, c'était important pour nous de ne pas trop vite se diversifier dans les canaux de vente parce que le fait d'avoir la vente directe, la vente sur notre site internet, c'était un moyen pour nous d'avoir tout le temps le contact avec le client. Et puis, voilà, dans cette logique un petit peu d'améliorer le produit, d'avoir des feedbacks, le fait de se diversifier, on perdait un petit peu le contact avec le client et on perdait ces feedbacks qui étaient précieux. Et puis maintenant que le produit est pleinement industrialisé et maintenant complètement opérationnel, c'est à ce moment-là où ça devient intéressant pour nous un petit peu de nous développer à travers d'autres points de vente. Peut-être explique-nous en quelques mots, Aude, comment on passe de la vente digitale à de la vente physique. Quelles sont les étapes qu'on doit franchir pour pouvoir être prêt, comme tu l'as dit, à faire le pas? Alors, on a différents magasins dans lesquels on pourrait aller. Si on prend l'exemple du supermarché, il faut que le produit soit clairement compréhensible en un clin d'œil. Nous, notre poubelle, elle a un mécanisme de mise sous vide qui ralentit la décomposition des déchets, ce qui fait qu'on peut trier sans odeur et sans moucheron. Le pitch est quand même potentiellement long pour quelqu'un qui va être en train de faire ses courses dans un supermarché et qui va juste l'avoir. Donc c'est déjà d'adapter le packaging pour que le packaging soit clair, qu'on comprenne directement qu'est-ce que ce produit, et puis qu'on optimise finalement. Après, il y a toute la négociation, combien de faces est-ce qu'on aura dans le supermarché, où est-ce qu'on est positionné, à quel point est-ce qu'on est visible, combien il y a de produits en rayon. C'est toutes des choses qui vont faire que finalement les ventes seront un succès. Ensuite, on peut avoir d'autres domaines de vente, ça peut être des boutiques dans le domaine du design. Notre produit est quand même un produit dont le design est assez réfléchi, notamment de par l'usage et de par l'esthétique et la manière dont il va s'intégrer à l'intérieur. Et ça, c'est des magasins où ça va être un peu différent parce que finalement, les clients qui vont aller là vont pouvoir bénéficier de l'explication du vendeur. Et puis finalement, il y a d'autres boutiques qui sont plutôt orientées écologie ou intérieur de la cuisine. Là aussi, le vendeur va pouvoir venir expliquer le produit. Mais finalement, plus on a de boutiques, après aussi, plus ça devient compliqué à gérer logistiquement. Et puis, c'est pour ça que pour le moment, notre volonté, et on a eu tellement de requêtes suite à l'émission, on s'est dit on se focalise sur les quick wins, donc ça veut dire d'aller rapidement dans la diversification des canaux digitaux. Et puis ensuite, sur la base de ce qu'on peut apprendre au travers de ces canaux digitaux, souvent, on peut citer par exemple Leroy Merlin, on est en train d'intégrer leur marketplace, donc c'est leur plateforme de vente en ligne, c'est en gros leur magasin de manière digitale. Si ça se passe bien sur leur marketplace, on va pouvoir ensuite être placé dans certains magasins. Et aussi, au travers de cette marketplace, on va pouvoir identifier les clients. OK, ils habitent où? C'est dans quelle région qui a le plus d'intérêt? Pour aller directement dans le bon magasin et puis s'assurer que l'entrée sur le marché soit bien faite. Si on revient sur l'émission, pourquoi vous êtes allé là-bas? C'est quoi? C'était pour avoir de la visibilité, pour avoir de l'argent, pour l'ego? Pourquoi vous avez décidé d'aller là-bas et comment ça s'est fait? Un peu de tout, non? Un petit peu de tout, pas trop d'ego, un peu d'argent et surtout de crédibilité. Non, effectivement, c'est un petit mélange de tout déjà. Enfin, au fait, on n'était pas forcément très destiné de base à se dire on veut faire cette émission. C'est plutôt une suggestion d'un stagiaire qu'on a eu qui nous a dit mais pourquoi vous le faites pas? Puis ça là, on s'est dit, bon, écoute, voilà, il y a à peu près 4000 postulations, il y en a une cinquantaine, soixantaine de startups qui sont retenues, donc c'est déjà quelque chose qui est très compliqué, mais effectivement, là, on peut inciter les personnes à le faire parce que finalement, la démarche de participer à l'émission est relativement simple. C'est une petite vidéo à faire avec un questionnaire, donc on s'est dit pourquoi pas. Il n'y a pas réellement de frein à postuler, donc on peut effectivement tenter notre chance, mais ce n'était pas réellement une volonté. Et puis dès qu'on a été dans le processus finalement de recrutement et tout ça, en passant un petit peu les paliers, on se rendait un petit peu compte de ce que ça pouvait nous apporter. Et puis c'est là où on s'est dit, ok, il y a un aspect pécunier qui est indéniable, mais c'est surtout en fait les skills que vont pouvoir apporter les investisseurs, leur réseau, leur network et tout ça. Enfin, d'un coup, on est avec Tony Parker, on est avec Kelly Massol. Kelly Massol, pour donner un exemple, elle est revendue dans tous les principaux boutiques physiques qui pourraient être intéressantes pour nous. C'est très simple pour elle, d'un coup, de donner un coup de fil et puis d'avoir un rendez-vous. Chose qui serait très clairement compliquée si on n'avait pas cette possibilité-là, finalement. Donc je dirais peut-être principalement pour l'accompagnement, deuxièmement
pour l'aspect financier. Et puis, troisièmement, je pense que c'est quelque chose qui est effectivement, on parlait d'ego, mais effectivement, c'est assez flatteur. C'est aussi un sacré milestone. Et puis, on se dit, on arrive, c'est un succès pour l'entreprise. Donc, c'est assez flatteur aussi. J'ajouterais aussi qu'il y a quand même 2 millions de téléspectateurs qui découvrent notre poubelle en une soirée. Donc, pour nous, c'est un accès au marché. C'est impressionnant. On dit il y a un avant et un après Qui veut être mon associé. L'entreprise avant n'était pas la même que celle qu'elle est le lendemain de Qui veut être mon associé. Et quand on se réveille le matin et qu'on regarde les ventes sur l'application et que ça continue, on se dit waouh, une nouvelle étape est franchie. Mais donc, cet imaginaire qu'on avait sur le avant-après l'émission, pour vous, vous dites que c'est plutôt mieux que ce que vous avez imaginé ou c'est comme vous aviez imaginé ? En fait, c'est difficile d'imaginer quelque chose, mais mieux, moins bien. J'aurais un petit peu de mal à répondre à ça parce qu'effectivement, on sait qu'on va avoir un peu de succès, mais on a du mal à le quantifier, à le mesurer. D'ailleurs, c'était une réelle problématique pour la gestion des stocks, comment on allait gérer ça. D'ailleurs, pour que le site puisse avoir le trafic, encaisser le trafic, les moyens de paiement, Donc en fait, on est très préparé à ça, mais on n'arrivait pas à le quantifier. Et puis finalement, effectivement, au bout d'une semaine, quand on voit le chiffre d'affaires, quand on voit d'un coup l'importance que ça a pris, la médiatisation qu'il y a eu autour, ça là on se dit mais ouais, là on y est, là on commence à réaliser, puis on se dit effectivement, comme disait Aude, là on est dans l'après, on a pris une autre dimension suite à l'émission. Donc très satisfait. Vous aviez essayé de lever de l'argent par d'autres canaux. Vous avez fait un crowdfunding, d'accord, mais après, entre le crowdfunding, je dirais, et l'émission Qui va être mon associé, est-ce que vous avez voulu et tenté des choses pour lever de l'argent par d'autres canaux ? Alors au début, on a participé à énormément de concours qui nous ramenaient en soi petites sommes, 10 000, 20 000 francs. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que participer à ces concours, ça nous prenait énormément de temps. Et c'était du temps qu'on ne consacrait pas au développement de notre entreprise. Donc on a regardé quelles étaient nos possibilités pour se financer. On s'est rendu compte qu'on arrivait à se financer quand même pas mal nous-mêmes. Donc nos ventes finançaient une partie. Nous-mêmes, on a financé à titre personnel une grande partie aussi. Et puis c'est, je pense, une grande fierté pour nous d'avoir réussi à lancer un produit, à industrialiser un produit, à créer les moules presque uniquement à la hauteur de nos moyens personnels. On a eu un emprunt auprès de la Fondetech, ce qui nous a permis de libérer une partie de cash flow et de trésorerie pour pouvoir justement faire face à ces différentes problématiques qu'on peut avoir, comme toute jeune start-up peut avoir. Mais effectivement, on n'a pas forcément cherché à aller lever des fonds autre que ça. Et exactement, peut-être juste pour compléter, non seulement on n'a pas essayé d'aller chercher des fonds, mais c'est surtout qu'on essaye de... On savait qu'inévitablement, pour la croissance, il faudrait qu'on accède à des fonds. Mais en fait, on a essayé de retarder au maximum surtout cet aspect-là. C'est-à-dire que justement, pour valoriser l'entreprise, dès l'instant qu'on pouvait financer avec nos fonds propres ou avec des prêts, typiquement comme la Fondetech ou autre, on allait privilégier plutôt ce financement-là. Et puis, histoire de valoriser l'entreprise, et puis par la suite, justement, accéder à des levées de fonds ou autres. Parce que quand vous parlez de fonds propres et de vos investissements à vous, c'est pas de l'argent que vous aviez gagné avant, c'est vous avez continué à travailler pendant cette période-là pour gagner de l'argent. Ça, vous pouvez nous raconter un tout petit peu qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien, quand justement, non seulement on lance sa boîte, mais à côté, on continue d'être salarié d'autres entreprises ? Alors je pense que, en tout cas pour nous, c'était assez génial parce que ça nous permettait d'une part de gagner de l'argent. Il faut bien vivre, on sortait de nos études, on n'avait pas d'argent de côté. Et puis d'autre part, on a tous eu des expériences très différentes et en fait ça nous a permis de développer des compétences très différentes qui nous ont été aussi très utiles dans la start-up. Ça nous a permis de gagner un petit peu d'argent qu'on pouvait potentiellement investir un peu dans la start-up aussi. Mais je pense que c'est clair, on aimerait toujours se mettre à 100% dans son projet et tout ça, c'est pas toujours possible. Et personnellement, ça c'est de mon point de vue personnel, j'aime beaucoup avoir plusieurs activités en parallèle parce que je trouve que c'est hyper enrichissant. J'apprends de structures qui sont plus grandes que la nôtre, d'entrepreneurs qui sont déjà passés par là, qui se sont déjà posé ces questions-là, qui ont une expertise et qui en fait, on apprend des autres et pour moi, c'est très enrichissant. Et de manière très courte, pendant cette période-là, t'as fait quoi comme type de job et à quel pourcentage ? Alors j'ai commencé par être associée dans une agence de communication où j'étais responsable du pôle performance que j'ai développé. Après, je me suis rendu compte qu'avoir 2 entreprises, c'était pas forcément l'idéal. En plus, 2 entreprises en pleine croissance, l'agence avait explosé avec le Covid. Donc du coup, j'ai quitté l'agence pour pouvoir me consacrer un peu plus à Claude et finalement, j'ai rejoint Bernet Associés où j'ai été responsable communication.
aussi à temps partiel. Et puis en parallèle, je suis toujours restée freelance dans le domaine du marketing digital. Quand tu dis temps partiel, c'est quoi? C'est 10%, 90%? C'est C'est 80%, 80%. 80% pour les jeunes voix. Et toi, Tim? Alors moi je nuancerais un petit peu par rapport à ce qu'a dit Aude en disant que c'était génial. C'est surtout très compliqué d'avoir deux activités. On aimerait mettre davantage de temps dans notre activité de nos poubelles cloud. Mais voilà, en fait, il y a aussi une réalité, c'est qu'il nous fallait un certain financement pour avoir ces moules. Et puis, en fait, le moyen pour nous de pouvoir acquérir ce financement, c'était aussi notre argent propre. Donc, en fait, je pense que si on avait eu le choix, on n'aurait pas, enfin, en tout cas pour ma part, j'aurais pas choisi d'être à 80% dans un autre travail. Mais voilà, c'était une nécessité. Il fallait qu'on ait cet argent-là. Et puis, le moyen le plus sûr et puis le plus rationnel pour nous à ce moment-là de l'avoir, c'était nos apports personnels de notre travail. Et du coup, donc, pour celles et ceux qui lancent leur boîte puis qui hésitent sur cette solution-là, vous auriez un conseil? Vos apprentissages, ça a été quoi? Très honnêtement, moi, je peux pas donner de conseils par rapport à ça. J'ai envie de dire que s'il y a la possibilité, s'il y a le financement qui provient d'un concours ou autre, et puis qu'il y a la possibilité de pouvoir se lancer à fond dans son entreprise, je peux que conseiller de le faire. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais aimé faire si on avait eu cette possibilité-là. Après, voilà, au fait, nous, je pense qu'on a on arrive à démontrer, alors on est une équipe, ça c'est quelque chose de très important à mes yeux. Voilà, on est là pour démontrer qu'on peut avoir un travail à côté et puis son entreprise. Donc ça nécessite du temps, c'est beaucoup d'investissement, mais on arrive à le faire. Juste parce qu'il n'est pas là, mais le troisième associé, il était dans le même cas de figure que vous. Comment vous faisiez pour vous retrouver aussi, organiser votre temps pour être ensemble en même temps, pour pouvoir échanger sur des fois des problèmes qui nécessitent pas de se voir une fois dans la semaine, mais qui nécessitent de se voir. Vous faisiez ça le soir, la nuit, le week-end. C'est juste pour comprendre un peu la charge, parce que souvent on rêve tous d'être entrepreneur et puis on a tous cette envie d'entreprendre quelque chose à soi. Mais je crois qu'on ne réalise pas toujours l'implication que ça fait sur sa vie en général, sa vie privée aussi. Je dirais qu'on a eu différentes phases à ce niveau-là. Au tout début, quand on était en plein financement participatif, ce qui était une période intense, moi j'étais aux États-Unis. Donc là, clairement, Luca et Tim, ils travaillaient très tard le soir. Moi, je me levais le matin, je continuais ce qu'ils avaient fait. Donc c'était principalement de la communication sur les réseaux sociaux. Et le soir, en fin de journée, eux, c'était leur milieu de journée à peu près, fin de matinée. On se rappelait et puis on travaillait comme ça. Donc c'était cool parce qu'on travaillait presque 24 heures sur 24. Et puis Tim et Luca étaient aussi en colocation. Donc eux, ils se voyaient beaucoup, ils pouvaient beaucoup avancer sur le projet. Ensuite, on a eu d'autres phases où on se voyait plutôt le soir. Et puis finalement, on a convenu que le vendredi, c'était le jour startup, où le vendredi, on se retrouvait dans nos bureaux ou ailleurs en fonction de ce qu'on pouvait. Et puis aujourd'hui, on a une approche qui est toujours où on se retrouve quand même le vendredi. J'ai pas mentionné les week-ends, mais ça c'est sûr que les week-ends, ils ont toujours été consacrés principalement à la startup. Et puis finalement, ça dépend si on doit être tous les trois ou sinon, moi je suis énormément en relation avec Luca via Google Meet. On est tout le temps en train de s'appeler. Si vous prenez mon téléphone, la personne que j'appelle le plus, c'est Luca en ce moment. Et puis on va dire que cette période où on est dans deux jobs, comment on la gère d'un point de vue fatigue, d'un point de vue stress? Est-ce que ça a une incidence aussi sur la relation que vous avez entre vous? Est-ce que ça crée des tensions? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus qui pourrait aussi aider les gens qui sont dans ces phases assez complexes du début d'une histoire? Alors moi, je vais pouvoir parler par rapport à mon expérience. Moi, je suis enseignant à côté au CFPT, donc pour les apprentis, les formations initiales. Ce qui fait que c'est quelque chose qui me permet d'avoir un petit peu de temps à travers les vacances scolaires et autres. Mais effectivement, c'est compliqué. Je pense qu'au début, ça a plutôt bien marché parce qu'on a plein d'énergie, on est très motivé. Et puis finalement, l'entreprise, elle n'a pas encore un très grand impact. C'est d'ailleurs pas forcément une entreprise, c'est encore un projet au début. Donc tout se passe bien, on n'a pas trop de compte à rendre. Et puis à un moment donné, dès qu'on arrive dans un processus où on génère du chiffre d'affaires, on doit payer des impôts, on doit payer des employés, on doit payer les fournisseurs, d'un coup là on commence à avoir un petit peu plus de pression. Et puis inévitablement, en fait, le temps évolue et puis on commence à prendre et à avoir des responsabilités dans notre travail qui sont propres. Et là ça commence à devenir un petit peu sport. C'est-à-dire que du coup, on a des comptes à rendre très clairement pour l'entreprise. Dans nos jobs respectifs, on commence à... Personne n'est irremplaçable, mais on commence à prendre un petit peu de la hiérarchie. On compte sur nous. Et du coup, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours très évident
à concilier. Entre vous, parce que vous êtes associés, donc vous devez aussi des comptes à l'un et à l'autre, ça, vous avez défini que chacun devait travailler tant d'heures ou chacun devait accomplir tant de choses. Comment vous gérez cette gouvernance entre vous pour pas qu'il y ait de problèmes ou de frustrations? En fait, on a chacun des responsabilités. Tim, il fait en sorte qu'on ait quelque chose à vendre. Moi, je fais en sorte que nos clients trouvent ce qu'on vend et Lucas fait en sorte que ce qu'on a vendu arrive chez les clients. Donc en fait, s'il y en a un qui se met en mode veilleuse, les autres, ils vont, ils vont directement plus pouvoir faire leur travail. Donc on a nos responsabilités. Je pense qu'on ne parle pas forcément en termes d'heures et de temps. Mais bien sûr, on a une convention d'associés. Enfin, on a différents éléments qui viennent réguler tout ça. Mais globalement, dans l'équipe, on a une bonne entente, un bon équilibre. Et ce qu'on a réussi à faire aussi, de par nos compétences personnelles, c'est à définir des responsabilités. Et chacun a vraiment son, on va dire, pôle de responsabilité, avec bien sûr des synergies qu'on fait entre nous. Moi, je parle beaucoup avec Tim pour le développement du produit par rapport au retour des clients. Je parle beaucoup avec Lucas par rapport à la logistique et toute l'infrastructure IT. Et puis en fait, on essaye vraiment d'avoir des échanges et des relations comme ça qui fonctionnent bien. Et du coup, on compte pas nos heures, quoi. Enfin, je pense pas que ce serait possible. Et quand il y a une décision à prendre, par exemple pour la logistique, c'est que Lucas qui la prend tout seul ou il doit vous convaincre avant qu'il faut faire... On a une bonne démocratie, je dirais. Ça dépend s'il y a un coût. Enfin, ça dépend. Lucas, après, maintenant, il connaît super bien tout ce qui est IT. Donc, généralement, il nous expose les différentes possibilités. Typiquement, dernièrement, on a changé de logiciel de service après-vente. Donc, on a cherché ensemble, on a comparé les différentes solutions. Puis ensuite, on les a présentées à Tim pour lui dire, on pense aller là-dessus. Tim, il nous a simplement dit, allez-y. Il n'a pas demandé combien ça coûte. Pour le coup, c'était pas très cher, donc... C'est pour ça. Non, mais c'est vrai que s'il y a une dépense, on se concerte toujours. S'il y a un impact sur le produit, s'il y a un impact sur la start-up... En fait, presque pour toutes les décisions, on se concerte, mais c'est parce qu'on communique beaucoup qu'on entend tout et qu'on peut beaucoup prendre des décisions en commun. C'est vrai, il n'y a pas forcément de... Ouais, non, tout à fait. Comme tu dis, en fait, il n'y a pas de deux personnes doivent avoir juste ou une personne doit... En fait, je pense qu'on doit être convaincu des décisions qu'on prend. Et puis, dès lors que quelqu'un n'est pas convaincu ou a quelque chose à redire, soit on va chercher les arguments, soit on va chercher ailleurs, et de telle manière à ce que finalement, les décisions soient prises en commun et puis qu'on se dise, OK, même si on n'est pas pile poil convaincu, on se dit, on part dans cette direction-là, et puis de toute façon, on se donne l'opportunité de pouvoir... avoir en fonction des feedbacks, des insights, reprendre une autre direction. Mais je pense que c'est vrai que peut-être on dit souvent et tout ça, un petit peu dans des conventions et tout ça, que l'équipe est ultra importante et tout ça. Puis je pense que là, on le voit, on le vit. En fait, on a vu des startups autour de nous qui avaient des projets qui étaient incroyables, avec des opportunités qui étaient dingues, et puis finalement des équipes qui n'ont pas forcément fonctionné, et donc le projet n'a pas fonctionné. Et je pense que ce qui fait qu'on est encore là, qu'on puisse faire ce podcast et tout ça, puis parler un petit peu de notre expérience, c'est parce que l'équipe, malgré les hauts et les bas, en fait, a toujours bien fonctionné. On est très complémentaires, et puis forcément qu'on a des sujets de discorde et tout ça, mais voilà, à nous de trouver les arguments, à nous de convaincre, et puis puis accepter aussi qu'on peut avoir pas toujours raison, et puis qu'il faut faire confiance à son équipe. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui est très très important pour nous et qui fait en grande partie le succès actuel de notre entreprise. Quelques semaines maintenant après l'émission, est-ce que vous arrivez à vous poser un petit peu, à prendre du recul et puis à imaginer ce que va être Claude dans 3 ans ou dans 5 ans? Je pense que oui. Et ça, c'est plutôt cool de pouvoir répondre oui à cette question, parce que paradoxalement, en fait, on nous dit « Alors, vous avez plein d'idées, tout ça, qu'est-ce que vous allez faire après la poubelle ?» Et c'était tout le temps une question qui était difficile pour nous d'y répondre, parce qu'on voyait effectivement quelques évolutions et tout ça, mais en fait, on n'avait pas forcément trop de projections de l'entreprise. Et puis, en fait, cette émission nous a permis de mettre en lumière un petit peu nos points forts, nous a permis de générer un petit peu des opportunités. Et puis maintenant, on est en capacité de pouvoir se dire, OK, on a des axes de développement, et puis qui tout autour un petit peu de la réflexion de l'écosystème, autour du tri, autour du moment où on va générer les déchets. Et ça, c'est quelque chose où finalement, on avait un petit peu les œillères à certains moments, parce que très vite, on a cet esprit créatif qu'on a au début de l'entreprise, il se convertit en esprit opérationnel pour pouvoir mettre à bien ce qu'on a mis en place. Et puis finalement, la créativité part un petit peu. Puis cette émission nous a permis d'avoir ces opportunités qui font que maintenant on arrive à rediriger un petit peu l'entreprise sur une vision
un peu plus clair et défini pour nous. Moi, je rebondirais là-dessus pour dire que là, on voit vraiment la force de l'équipe et l'importance d'avoir une équipe, parce que pour moi, j'aurais été absolument incapable d'avoir une vision à ce moment-là après l'émission, vu que je m'occupe du service après-vente, du développement avec les nouveaux partenaires qui nous ont contactés suite à l'émission, du marketing. J'avais la tête dans le guidon, j'étais 100% opérationnelle, je savais à des moments plus comment je m'appelais après l'émission, ça a vraiment explosé. Autant par certaines périodes, quand on était plutôt dans de l'industrialisation, j'avais le temps pour cette vision, mais là, après l'émission, pas du tout. Et c'est vrai que c'est génial quand on entend Tim et parfois et Luca aussi, qui viennent avec des propositions. Ah, on va pouvoir faire ça. Et je suis là, ouais, ça fait trop sens. Mais du coup, faites-le. Moi, Donc c'est la force de l'équipe en fait, et c'est hyper cool parce qu'en ayant la tête dans le guidon, on a de la peine à se projeter et de voir le futur au travers des associés, c'est aussi vraiment cool. Donc la force de l'équipe, c'est hyper important, surtout dans une startup comme la nôtre. Donc le scoop, c'est que la prochaine poubelle sera jaune. Entre autres. Et ça, c'est un scoop. Donc on a parlé un peu de cette vision à 3 ans. Peut-être pouvez-nous dire quels sont les axes de développement de Claude maintenant. Alors les axes de développement futurs, en fait, on a pu le voir à travers les différentes marketplaces et tout ça qu'on envisage, c'est qu'en fait, il faut qu'on multiplie un petit peu nos SKU, donc finalement notre nombre de produits. Et puis le premier axe de développement va être les couleurs. Parce que ça nous permet finalement de développer le produit en fonction des réelles attentes des utilisateurs, et puis d'une manière relativement simple, qui n'est pas trop coûteuse. Et puis ce qu'on aimerait faire, c'est aller encore un petit peu plus loin dans l'aspect durable et écologique, en intégrant la notion de circularité. Et là, on est en train de discuter avec différents fournisseurs de matériaux qui font des bioplastiques issus de déchets, donc de peaux, par exemple, d'agrumes, pour citer Repulp. Et puis, en fait, ce serait de faire certaines parties de la poubelle pour vraiment avoir un aspect circulaire au maximum. Merci d'avoir participé à ce podcast. Et puis, pour celles et ceux qui auraient envie d'acheter votre poubelle, comment ils font ? Alors, ils peuvent la trouver sur notre site web, sur claude.ch en Suisse et claude.co en France. Claude avec un K. K-L-O-D-E, exactement. Merci. Merci à vous. Merci. Merci Tim, merci Aude. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Aude et Tim, qui nous ont raconté comment et pourquoi un projet académique s'est transformé en une entreprise florissante qui s'attaque au défi du traitement des déchets avec une solution simple, innovante et durable. J'ai particulièrement aimé écouter comment ils ont réussi à entreprendre tout en travaillant à côté, et on comprend en les écoutant que les principaux challenges sont la gestion du temps, le maintien de l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle et la nécessité d'une discipline rigoureuse pour réussir sur ces deux fronts. Et enfin, je retiens tout particulièrement les méthodes de financement diversifiées qu'ils ont utilisées en allant au-delà des levées de fonds traditionnelles qui sont très compliquées, surtout à ce stade, surtout au stade initiaux. Non seulement le crowdfunding et quelques concours leur ont apporté des capitaux, mais ce sont surtout les ventes de leurs produits qui vont jouer un rôle crucial. Ces ventes directes ont non seulement généré du cash, mais ont également fourni des retours essentiels de la part des clientes et des clients, ce qui leur a permis d'affiner et d'améliorer continuellement leurs produits. Cette interaction directe avec ces clients a été fondamentale pour leur développement et leur succès actuel. Et avant de conclure, si vous avez aimé cet épisode, ce qui devrait être le cas, étant donné que vous l'avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à le partager avec 2 ou 3 de vos amis qui pourraient avoir un intérêt. Et si vous voulez rester informé de l'entrepreneuriat dans les cantons de Genève et Vaud, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle de Genilem via notre site internet genilem.ch.